Bonjour et bienvenue à l'interview. Aujourd'hui, je reçois Georges Gilquinet. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Deleu. Alors, vous êtes député fédéral écolo et vous êtes spécialisé notamment dans toutes les affaires financières. Et vous êtes celui qui suit depuis le début l'affaire du Kazakh-Gate. Donc, on va parler évidemment de cela. Et tout de suite en démarrant avec cette prise de position des écolos à Bruxelles, qui est de dire il faut qu'Armand de Decker démissionne. Et finalement, l'EMR n'a pas pris une décision suffisamment courageuse, ils n'ont pas été jusqu'au bout. Pourquoi voulez-vous qu'il démissionne avant même qu'il y ait une décision judiciaire? Écoutez, c'est d'abord et avant tout la responsabilité du MR, mais ça apparaît effectivement comme une demi-mesure. Le MR considère qu'Armand de Decker n'est plus digne de représenter le MR, mais il reste digne de représenter les Bruxellois en tant que vice-président du Parlement bruxellois, digne de représenter les Hucquois en tant que bourgmestre. Je pense qu'il fallait en tirer toutes les conclusions et à la limite, on peut considérer que dire qu'il ne peut plus représenter le MR, mais qu'il peut rester là où il est en fonction, ce n'est pas très correct vis-à-vis des Bruxellois. Il y a, au-delà de ce que la justice doit encore faire, un véritable problème politique. On ne peut pas mélanger les genres comme M. de Decker admet l'avoir fait. Il dit qu'il a agi en tant qu'avocat, moi je dis qu'il a agi en tant que lobbyiste. Et en politique, ça ne peut pas. On est suffisamment bien rémunéré dans nos fonctions. Quelle est la différence pour vous entre l'avocat et le lobbyiste? Mais tout le monde a le droit à être défendu, même M. Chodiev a la réputation sulfureuse. Ça, c'est le rôle de l'avocat. Le rôle du lobbyiste, c'est d'aller trouver, par exemple, le ministre de la Justice pour obtenir des solutions particulières, essayer d'activer tous les leviers possibles, susciter le vote d'une loi, susciter au niveau de la justice des procédures qui ne sont pas claires, que nous devons éclaircir et qui sont à la limite de la légalité, au bénéfice d'une seule personne. Moi, je veux redire avec force que nous ne sommes pas là en tant que mandataires politiques pour agir en fonction d'intérêts particuliers, mais bien en fonction de l'intérêt général. Et je déplore cette image que donne un représentant des citoyens que M. de Decker. Vous disiez que peut-être qu'il voulait donc essayer d'initier une nouvelle loi. Vous croyez qu'un député seul, un sénateur en l'occurrence, peut initier une loi à lui tout seul ? Alors, on essaye tous d'initier des lois en déposant des propositions de loi. C'est très difficile. Et même M. de Decker dit pour sa défense, vous croyez que j'aurais pu faire ça tout seul? Mais moi, je le prends au mot. J'aimerais bien savoir qui l'a aidé dans cette séquence. Parce que j'étais dans cette fameuse commission des finances qui a vu arriver un soir à 18h, tout à coup, cet amendement qui change fondamentalement la façon de rendre la justice en Belgique. Il y a eu une accélération de l'histoire, parce que je pense qu'il y avait une pression extérieure très forte, absolument extraordinaire. On ne légifère jamais de cette façon, aussi mal d'ailleurs, parce qu'il a fallu corriger la loi avant qu'elle soit même quelques mois plus tard. Il y avait manifestement beaucoup d'agitation autour de ce dossier. Moi, je voudrais y voir clair avec une commission d'enquête. On va en reparler, mais ça va au-delà de la personne d'Armand de Decker. D'autres personnes sont visées dans cette enquête. On parle de Didier Reynders, Bernard Clairfailly, Mme Varenkotter, M. Declercq, M. Van Ackere. Il y a beaucoup de personnalités visées. Est-ce que ça devient une affaire qui concerne tous les partis de la majorité de l'époque? C'est en tout cas une affaire d'État. Pour moi, la plus grave depuis le dossier Agusta, vente d'hélicoptères avec des rétrocommissions. L'affaire Agusta a conduit à la réforme de financement des partis. C'est une affaire d'État parce que, la souveraineté de la Belgique a été mise en question. C'est un État voisin qui a fait pression pour que nous adoptions une loi. Et la souveraineté de notre État, pour moi, en tant que représentant, c'est quelque chose d'important. C'est une affaire d'État aussi parce que les trois pouvoirs fondamentaux ont été touchés. Le législatif, le Parlement, a été influencé dans sa manière de légiférer en période d'affaires courantes, à la hussarde, de façon très rapide. L'exécutif, c'est M. Reynders qui, le dit ce week-end, a pris cette décision, cet accord politique de très rapidement avancer sur la transaction pénale. Pourquoi? Comment? À quelle date? J'aimerais le savoir. Et on se rend compte par les questions parlementaires que je pose au ministre de la Justice que l'institution judiciaire aussi a été influencée. Le parquet général avait demandé de ne pas appliquer la loi avant le mois d'août. La transaction intervient en juin. En juin, je me rends compte qu'il n'y a pas de base légale pour accorder par ailleurs cette transaction. Vous savez, quand on va aussi loin dans l'influence de pouvoirs fondamentaux, qui sont le cœur de la démocratie, il y a effectivement une affaire d'État. Alors vous parlez d'affaires d'État, vous parlez de scandale d'État, vous comparez avec l'affaire Agusta. Est-ce que vous n'allez pas trop loin? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où peut-être on peut se dire, ces lois, ça avait du sens de la passer, on va en parler juste après, l'intérêt ou pas d'une transaction pénale? Moi je comprends que des collègues défendent le principe de la transaction pénale. Sur le fond, j'y suis plutôt opposé. Je peux
m'y expliquer, mais la façon dont ça s'est passé, l'ensemble des éléments qui s'alignent dans la ligne du temps de la précipitation des faits de cette décision nous font dire effectivement qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'affaire d'État. Il ne faut pas utiliser trop vite des mots trop importants, mais ma conviction, pour avoir vécu ce dossier depuis 2011, pour avoir interrogé très régulièrement le ministre de la Justice sur l'enquête en cours, en fonction de tous les éléments aussi qui sont publiés par la presse, je voudrais saluer le travail du Vif, le travail du Soir, me font dire qu'il y a quelque chose de très grave et que je serais irresponsable quelque part en tant que député de ne pas le dire et de ne pas essayer de provoquer un choc qui peut conduire demain à des réformes en matière de gouvernance par rapport aux conflits d'intérêts, en matière de justice, en matière de lutte contre la criminalité financière. C'est ça que nous essayons de faire pour le moment. Alors, vous avez parlé du législatif, vous avez parlé de l'exécutif. Bon, il y a aussi effectivement le judiciaire. Vous le disiez, on se pose des questions. C'est finalement pourquoi le parquet a signé un accord avec Chaudief pour récupérer 23 millions, certes, mais alors qu'il savait que cette loi, on ne pouvait pas l'utiliser. Il fallait attendre une correction de cette loi. Oui, vous avez une réponse mais je m'interroge. Donc, j'ai déposé pour demain en commission de la justice une nouvelle série de questions très précises au ministre Gaines. Je fais ça toutes les semaines, très régulièrement, en fonction des nouveaux éléments qui sortent. Je voudrais vraiment le comprendre, parce qu'on attend effectivement l'institution judiciaire qu'elle respecte l'application des lois et qu'elle-même, elle les applique. Et en l'occurrence, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné à cette époque, en juin 2011. Alors demain midi, il y a aussi une conférence des présidents et on décidera s'il y a commission d'enquête ou s'il y aura commission d'enquête. Pour vous, vous demandez cette commission d'enquête depuis longtemps, 3 ans. Est-ce que cette commission doit démarrer tout de suite ou il faut d'abord attendre la fin du dossier judiciaire? En tout cas, le plus rapidement possible, parce que dire qu'on va attendre la fin du dossier judiciaire, dont on ne sait pas quand il va aboutir, on a appris hier que la procureure qui était en charge du dossier était malade. Voilà, ce sont des faits, ça peut arriver à tout le monde évidemment, mais on ne sait pas quand le dossier judiciaire va aboutir. Donc je pense qu'on doit démarrer sans tarder, peut-être en laissant les aspects liés au dossier judiciaire de côté, mais il y a suffisamment à chercher sur la naturalisation de M. Chaudief, qui est un autre aspect du problème, sur la décision du gouvernement en affaires courantes, qui n'est pas l'objet actuel de l'enquête judiciaire, sur le fonctionnement de la justice. Je pense que de ne rien faire, c'est de ne pas considérer que c'est un dossier important et ne pas prendre en compte la colère des citoyens par rapport à ce dossier. Il y a de quoi discuter de l'éthique aussi, puisqu'on a même, le MR proposé à Armand de Decker, j'ai lu dans leur communiqué, qu'il adresse une demande d'avis auprès de la Commission fédérale de déontologie pour savoir si ces interventions étaient déontologiques ou non. Oui, au-delà de la déontologie, c'est le conflit d'intérêts, le trafic d'influence. La Commission de déontologie, c'est un outil dont nous avons demandé la mise en place dans le cadre de la dernière réforme de l'État. Tant mieux si on l'utilise, mais est-ce que demain, on ne devrait pas dire qu'un député qui a une activité professionnelle connexe, au-delà de sa fonction de député, ne doit pas demander au préalable, a priori, un avis de la commission de déontologie pour voir si elle trouve que c'est compatible avec ses fonctions. Moi, je trouve que ce que M. de Decker a fait, ce qu'il admet avoir fait, n'est pas compatible avec la fonction d'un vice-président du Sénat à l'époque. Alors, sur le fond, la transaction pénale, vous disiez tout à l'heure, vous êtes plutôt contre, vous, sur le fond. Mais la transaction pénale permet quand même de récupérer de l'argent, alors que les dossiers judiciaires mettent souvent du temps et parfois sont prescrits. Alors, de quoi parle-t-on? C'est de la transaction amiable en matière pénale. En matière pénale, c'est les dossiers qui sont très lourds, en l'occurrence des dossiers où il y a eu de l'usage de faux. Et elle peut être utile, effectivement, dans certains dossiers qui sont faciles à régler, où il y a admission de la faute de la part de la personne qui est poursuivie ou de la société qui est poursuivie. On récupère très vite de l'argent pour les caisses de l'État. On n'encombre pas la justice. Mais en l'occurrence, le système tel qu'il a été imaginé dans la précipitation instaure à nos yeux, une véritable justice de classe, puisqu'on pouvait conclure une transaction jusqu'à la veille d'un procès en appel, à l'encontre de l'avis du juge de fond. Et donc, comme dans le cas de M. Chaudief, 23 millions d'euros, je ne sais pas si vous les avez, je pense que non. En tout cas, je peux vous dire que je ne les ai pas et que j'en suis loin. Lui, il les avait. Lui, il les avait. Et donc, quand on est puissant, on peut échapper à la justice. Et quelle est cette justice qui poursuivrait les voleurs de pommes et permettrait aux acteurs de la criminalité financière très riches de toujours échapper à une sanction? C'est ça que nous avons
dénoncée. Et la transaction pénale telle qu'elle a été imaginée, c'est un peu un aveu d'échec pour la justice. Ça met en évidence de façon cruelle le manque de moyens de la justice aujourd'hui en Belgique pour aller au bout d'affaires complexes, notamment en matière financière. On voit en matière financière que c'est difficile. On voit que même maintenant, ils commencent à penser à acheter des données bancaires pour essayer de poursuivre ceux qui s'arrangent avec le fisc, enfin ne s'arrangent pas en l'occurrence, pour pouvoir les poursuivre. Est-ce que notre justice a besoin d'acheter ces données bancaires pour vous ? En tout cas, moi je dis toujours que la façon dont on lutte contre la criminalité financière, c'est utiliser un pistolet à eau contre des paquebots ou des armes très puissantes. À tous les échelons de la lutte contre la criminalité financière, en commençant par la police, en continuant avec la justice et également avec les services fiscaux, on est totalement désarmé par rapport à la puissance de personnes qui ont tellement d'argent qu'elles peuvent se payer des avocats fiscalistes, aller cacher leur richesse dans des pays étrangers, dans des paradis fiscaux. Et on doit, en tant qu'État, retrouver une capacité de lutter contre la criminalité financière. Elle coûte aux finances publiques des dizaines de milliards d'euros. Chaque année, c'est le DULBA de l'ULB qui a calculé ça il y a 2-3 ans. On perd de 10 à 20 milliards d'euros d'argent qui n'est pas déclaré. Et quand on dit ça, on vise surtout des personnes particulièrement riches. On l'a vu dans les Panama Papers, on l'a vu dans l'Offshore Leaks, qui vont placer leur argent à l'étranger. C'est pour moi insupportable parce que ça crée des déficits qui créent des décisions très dures, de diminution de moyens de la sécurité sociale, d'exclusion. Est-ce que pendant des décennies, on n'a pas un peu vu, parfois en Belgique, comme des héros, des gens qui arrivaient à ne pas payer d'impôts ou pas trop payer d'impôts, et qu'aujourd'hui, on paye peut-être cette légèreté là-dessus? Moi, je pense qu'il faut réhabiliter l'acte de payer des impôts. Vous le faites, je le fais comme un acte citoyen. Je veux dire, sans impôts, pas d'école pour nos enfants, pas de policiers, pas de transport en commun. Il faut évidemment pas trop d'impôts. Tout le monde a envie de conserver une part plus importante de son salaire. Mais ceux qui ne payent pas d'impôts, qui échappent volontairement à leur contribution à la vie en société, le font au détriment de l'immense majorité des citoyens qui jouent correctement le jeu. Et si on parvenait à récupérer ne fût-ce qu'une petite partie de ces montants fraudés, la plus importante possible, et alors on retrouverait des conditions budgétaires meilleures pour soutenir l'économie, pour être plus solidaire, pour financer nos écoles. Merci Georges Gilles-Quinet. Demain, nous nous retrouverons avec un autre invité, Boris Diliès, Ducle. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. Au revoir.